Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Alphonse Ndongo, journaliste indépendant, spécialisé dans les questions économiques. Albert Mianzukuta, directeur de publication de la Semaine africaine. Chrysostome Foukezonzeka, rédacteur en chef de l'Horizon africain, sont avec moi sur ce plateau de Vox Hebdo pour décrypter l'actualité autour de la violence orchestrée par les gangs en Haïti. Une autre grève des agents de la STPU, la débâcle des Diables Rouges face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud et la 4e édition de la quinzaine gouvernementale. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Sans plus tarder, nous vous proposons cet élément avant d'aborder notre premier sujet. Scène de panique autour de l'hôpital de Saint-Marc. Des rumeurs parlent d'une nouvelle attaque de gang dans le quartier. Fausse alerte cette fois-ci, mais la peur est toujours présente. Jeudi, un gang lourdement armé a ouvert le feu sur la population dans la localité voisine de Pont-Sondé. Ils sont arrivés, ils ont tué des gens, il y a eu beaucoup de victimes. Bilan, au moins 70 morts selon l'ONU, dont des femmes et des enfants. Le massacre a été perpétré par le gang Grande Griffe. Ses membres ont également brûlé 45 maisons et plus de 30 véhicules. Selon le Réseau national de défense des droits humains d'Haïti, le groupe criminel accusait les habitants de collaborer avec une milice d'autodéfense pour limiter son activité dans la région. Une attaque condamnée par le secrétariat général de l'ONU. Alors que la violence des gangs continue de se propager de la capitale à d'autres départements, le secrétaire général souligne l'importance des efforts conjoints entrepris par la police nationale haïtienne et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cette mission multinationale a pourtant du mal à se mettre en place et les gangs continuent à semer la panique. Selon l'ONU, plus de 3600 personnes ont été tuées depuis janvier dans le pays en raison des violences. Le massacre de Pont-Sondé est le pire depuis celui du bidonville de la Saline à Port-au-Prince il y a 6 ans. 71 habitants avaient été assassinés. Alors nous avons vu comment les gangs font régner la terreur en Haïti. Alors Albert, comment trouvez-vous cette situation que vit actuellement le pays Haïti, les Haïtiens? Oui, c'est-à-dire que c'est une situation à la fois alarmante, déplorable et inquiétante, mais qui en même temps draine aussi des signes d'espérance, au moins dans le symbole. Haïti, c'est quand même la première nation indépendante du monde noir. Haïti, c'est un pays qui a toujours été gangréné par la violence, qui a toujours été placé en coupe réglée sous l'autorité incontestée des macoutes, des militaires qui sont plus à la solde du gangstérisme que de la loi. Et Haïti était vraiment un pays sans foi ni loi. Au point que certains ont pensé que c'était un pays abandonné comme ça à la dérive, justement pour se venger de l'histoire. Rappelons que c'est Haïti qui a été le premier État noir à battre une armée européenne, celle de Napoléon. Et donc, voilà, quelque part, il y avait tous ces ingrédients. Mais puisqu'il s'agit de symboles ici, et que le Kenya a été le premier pays africain à dire oui, je vole au secours de nos frères avec l'appui de l'ONU. Donc, il faut voir dans cela, dans cette remontée de volonté, cette remontée de désir d'aller au secours d'une nation en péril, également le symbole de ce qui devra se faire désormais, c'est-à-dire que le Kenya, il est pour le moment tout seul. Enfin, il y a quelques éléments aussi qui ont été annoncés, je crois, du Brésil et qui ont été annoncés aussi du Bénin. Et donc, toute cette configuration fait en sorte que se créent les conditions d'une reprise normale à Haïti. Au moment où nous parlons, le Premier ministre, il y a en tout cas 2 jours, était au Kenya. Il a rencontré le président William Ruto.
qui a redit sa détermination à aller au bout, d'aider les frères, avec un contingent supplémentaire de 600 Kenyans, 600 policiers kenyans, qui iraient donc renforcer les Kenyans qui sont sur place. Alors donc, il y a de l'espoir, voilà, pour dire les choses comme cela. Ok, il y a de l'espoir. Alors, Alphonse, est-ce que c'est par rapport au passé sulfureux, tumultueux de la, comment on peut appeler ça, de la dictature, que finalement les velléités de gangstérisme sont ancrées comme dans les gènes des Haïtiens? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que Haïti, c'est vraiment le royaume où le gangstérisme s'est érigé en mode de gouvernance, même politique, parce qu'il y a des ramifications politiques. Il ne s'agit pas seulement des gangs organisés ou dans le cadre de la vente de la drogue ou des gens qui veulent se faire violence afin de prendre des portions du territoire, mais il s'agit aussi, n'est-ce pas, des ramifications politiques. Mais surtout, il faut peut-être jeter un coup d'œil sur le passé. Je pense qu'Albert l'a évoqué. Mais il faut ajouter que c'est aussi quand même, on peut dire, l'échec de la politique américaine dans ce pays. Vous savez très bien que le couple Clinton, c'est-à-dire que l'ancien président américain et son épouse Hillary, avaient séjourné en Haïti dans leur voyage de noces dans les années 75 et puis sont tombés amoureux de ce pays. Et finalement, lorsque Clinton arrive au pouvoir, il décide, n'est-ce pas, de régler le mode de gestion de ces pays. Et voilà, la manière, c'est de replacer au pouvoir Jean-Bernard Aristide, Bertrand Aristide. Les conséquences, aujourd'hui, on voit que cette politique américaine n'a pas pu justement sécuriser ou alors essayer de remettre de l'ordre dans ce pays. Et nous voyons que des gangs se sont organisés, ajouter à cela des gangsters, des gens qui sont, n'est-ce pas, dans la drogue et qui ont assez de moyens par des systèmes de dealers. Et ça fait que on constate de manière générale que il y a comme un abandon, même si les Nations Unies, on le sent aujourd'hui, essayent de vouloir voler au secours de Haïti à travers les contingents dont vient de parler justement Albert. Mais au-delà, ça peut être comme aussi une crise négligée dans un contexte international, on le sait, marqué par les préoccupations de la guerre Russie-Ukraine ou encore Israël contre le Hamas. Et peut-être parce que c'est Haïti, peut-être parce que c'est des gens de couleur, mais on aurait voulu voir une meilleure mobilisation en dehors de ce que les Nations Unies font, sentir que vraiment la situation d'Haïti est au cœur des préoccupations. Vous voyez même que dans la campagne américaine, c'est à des mots à peine voilés qu'on parle un tout petit peu, qu'on évoque la crise de Haïti, mais sans franchement qu'on sente un engagement comme l'a été par exemple lorsque Clinton a envoyé de 20 000 Marines pour venir remettre au pouvoir celui qui l'a dû les temps, mais on a l'impression que c'est un peu comme aussi une crise oubliée. Heureusement, l'Afrique s'en préoccupe, avec le Kenya, avec le Bénin, qui ont décidé d'envoyer des contingents au nom des Nations Unies dans ce pays. Alors, Chrysostome, peut-on dire que l'intervention des pays africains, surtout le Kenya en tête, va remettre la stabilité et la légalité en Haïti? Naturellement, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. À côté du Kenya, du Bénin, si les autres pays africains pouvaient s'intéresser à ce dossier pour permettre aux Haïtiens et au pouvoir haïtien d'être restaurés dans sa globalité pour régler les problèmes au quotidien des peuples, ça serait quelque chose de bienvenu. Donc, on ne doit pas laisser le Kenya seul, le Bénin et les autres, mais il faut qu'il y ait une mobilisation africaine autour de cette question pour donner la possibilité à ce pays de vivre et de poursuivre son développement. Ok, il faut que l'Afrique se solidarise
pour apporter naturellement leur aide à ce pays qui est en train de sombrer chaque fois dans l'anarchie et dans la violence. Oui, Albert, tu voulais compléter? Oui, non, c'est-à-dire que, bon, là, le Kenya nous donne un exemple éclatant de ce que devrait être l'engagement de fraternité, de solidarité venu d'Afrique. Mais je vous annonce, je vous dis comme ça, parce que vous êtes bien jeunes autour de moi aujourd'hui, que dans les années 70, nous avons ici au Congo accueilli aussi un contingent d'Haïtiens. C'était une manière à nous de manifester notre solidarité. Et donc, il y a eu des professeurs de langue, professeurs de mathématiques dans nos lycées qui sont venus au nom justement de cette aide à apporter à l'intelligentsia haïtienne. Et donc, voilà. Ok, la solidarité africaine ne devrait pas manquer aux Haïtiens et nous pensons compter sur cette solidarité. Nous allons prendre notre deuxième sujet qui est autour de la deuxième, on peut dire, la grève des agents de la STPU. Un climat délétère à l'ère de stationnement des bus de la Société de transport public urbain, communément appelée Malalaise. Au rond-point CCF, aucun bus de la STPU en circulation à cause de la grève observée par les agents de cette société para-étatique. La population habituée à emprunter les bus desservant la ligne centre-ville et Kintélé dans le département du Poul est dans le désarroi. Non, ça nous revenait moins cher. Ça me coûtait que 300 aller, 300 retour. Je suis obligée de multiplier les bus, surtout qu'il n'y a pas de carburant. C'est compliqué ici aujourd'hui. Pour arriver ici, c'était compliqué. J'ai pu dépenser, moi, avec les enfants, si c'est le double, donc 300 de la maison à péage, 300 de péage au rond-point Kulunda, 300, et avec les enfants, donc le double. Jusqu'à ici, là, bon, vous voyez que c'est pas facile. Le mobile de la grève des agents de la STPU est le non-paiement de 27 mois d'arriérés de salaire. Là, on a bloqué tout. Il n'y a pas d'activité ici à la STPI. On a tout bloqué. Et cela, c'est jusqu'à l'aboutissement de nos attentes. On ne ferait plus comme avant. Même si on nous donnait 2, 3, 4 mois. Non, ce n'est pas ça le vrai problème. Oui, l'argent, c'est pour nous, on a travaillé. Mais nous, on attend des vrais problèmes à régler. Même si on peut nous donner aujourd'hui 10 mois, on va prendre, c'est notre argent. Mais si on commence à travailler après demain, ça sera encore les impayés. Nous, on n'accepte pas ça. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que là où nous parlons là, nos enfants à peine partis à l'école, nous pensons qu'à la fin du mois, on ne va pas payer. Donc, ils seront chassés. Ce n'est pas normal. La grève de la STPU accentue encore les peines de la population dans le déplacement des zones périphériques. À cela s'ajoute la pénurie de carburant et la grève des agents du chemin de fer Congo-Océan, CFCO. 300 péages. 300 péages. Une autre grève des agents de la STPU. Alphonse, peut-on dire que cette grève illustre le malaise général que vivent les Congolais, parce qu'il y a grève des universitaires, crise de carburant. Est-ce que ça illustre vraiment ce malaise-là? Alors, pour d'abord s'appesantir sur la situation de la SPU, c'est que on a l'impression que ça devient un cycle, parce que c'est pas la première, il y en a eu plusieurs, et souvent le gouvernement promet des choses qu'il finit par ne pas réaliser, et on peut donc éventuellement à l'observation se demander si cette société est gérée selon les règles de l'art. On ne peut pas comprendre que les gens fassent, s'il vous plaît, plus de 20 mois, 27 mois, 27 mois pour sans salaire, même si la situation économique et financière du pays est celle que nous connaissons. Mais une bonne dose de gestion pourrait quand même permettre qu'on paye 1 mois sur 3 ou sur 2. Donc, on sait que l'État est en but à de nombreuses difficultés et que l'État subventionne cette société. Mais on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a ces grèves répétitives
au niveau de cette société qui joue un rôle social très important, social et économique. Vous voyez, on est en période où, franchement, les stations d'essence sont sans carburant. Et on sait très bien que cette société, comme le disait d'ailleurs un intervenant, joue un grand rôle social et économique parce qu'avec peu d'argent, on peut se rendre des fonds des quartiers nord jusqu'au fond des quartiers sud. Permettez-moi de d'emprunter cette expression qui est souvent, que je n'apprécie pas du tout. Mais bref, on peut se déplacer sur de longues distances à Brazzaville. Alors, est-ce que d'ailleurs, si vous suivez le syndicaliste, il a dit, même si on venait à nous payer 10 mois, cela ne suffit pas, il faut qu'on règle vraiment des problèmes. Et les problèmes, certainement, qu'il faut régler, c'est assainir la gestion de cette société. C'est aussi en même temps pour l'État de prendre à bras le corps la réparation de certains bus. On nous avait dit, à l'occasion de la signature de ce contrat avec la société indienne qui avait fabriqué ces bus, qu'il y aura des pièces de rechange qui devaient être fournis toutefois à la société pour assurer le service de maintenance ou alors le service après-vente. Mais vous verrez, si vous allez là-bas, vous verrez qu'il y a beaucoup de bus qui sont sous cale, ce qui laisse à penser que lorsqu'on a signé le contrat, on a cru comprendre que l'État avait totalement payé. D'après ce qui est écrit, hein, il y a une différence, c'est ce qui est écrit et ce qui est réellement fait, que l'État avait supporté, n'est-ce pas, le service après-vente. Mais que se passe-t-il dans cette société où chaque fois on a des grèves récurrentes et le gouvernement essaie de colmater les brèches, on essaie un tout petit peu de calmer la situation de manière momentanée sans qu'on puisse résoudre en profondeur la question de cette société, mais surtout de ses travailleurs. Ok, Albert, est-ce que le gouvernement a encore les moyens pour résoudre cette affaire de la STPI? Les moyens entendus comme étant moyens financiers, très certainement pas. Au moment où nous parlons, nous avons des caisses quasiment vides ici et là, qui ne permettent pas de jouir de la joie justement de ceux qui, il y a quelques années encore, proclamaient que nous avions des caisses pleines et pouvaient donc jouer à imaginer des comptes en banque pour des générations futures. Pas trop futures d'ailleurs, mais immédiates enfin. Donc tout cela a été asséché en un coup de baguette magique et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec une société comme celle-là qui est, qui voit 80% de son parc automobile sous cale et les véhicules qui tombent nouvellement en panne sont aidés, réparés en cannibalisant ceux des bus qui sont les moins abîmés, etc. Et donc c'est une pratique malheureusement ancienne pour la gestion étatique du Congo et qui ne nous apprend rien. Et c'est ça qui nourrit un peu le désespoir et le pessimisme pour une société qui devait au départ donc dépanner largement la majorité des populations. Alphonse Ndongo a le scrupule de prononcer les mots qui pour nous ont des connotations pas toujours très très nettes, mais voilà, lorsque vous vous déplacez de Kintele à Ngangalingolo, il n'y a pas d'autre moyen que d'attendre le bus de la STPU et vous êtes là à griller au soleil à attendre que ce bus-là arrive. J'ai vu des gens vraiment applaudir quand ils voyaient arriver un bus de cette société pour une destination qui était lointaine. Donc voilà. Est-ce que le Congo a les moyens? Financièrement, certainement pas. En s'endettant peut-être. Alphonse Ndongo, qui est du domaine, nous éclairera sur ce qu'il faudra faire. Mais ici, nous avons affaire à une pratique ancienne du Congo dans la gestion des sociétés étatiques ou para-étatiques. Donc, Kinsundi, Sotexco, Impreco, toutes ces sociétés-là, et même la Sosuco, la cimenterie du Congo, qui aujourd'hui produit quelques sacs de ciment de temps en temps, toutes ces sociétés-là ont été laminées, siphonnées par le manque de savoir-faire des dirigeants
Et aujourd'hui, nous sommes là à compter les squelettes. Ok, nous sommes là à compter les squelettes. Alors, faut que STPU en grève, c'est un coup dur, un réel coup dur pour la population qui ne sait plus à quel sein se vouer. Naturellement, c'est un coup dur pour la population. Il faut rappeler que la STPU a commencé ses activités en 2015. Au début de ses activités, cette société à Brazzaville comptait 177 bus. 177 bus, quand vous regardez aujourd'hui, pratiquement tout est sous cale. Et à Pointe-Noire, il y en avait 30. Pour la mise en place ou la mise en service de cette société, l'État congolais, par rapport à son budget, a emmené 60%. La commune de Brazzaville a apporté 20% et celle de Pointe-Noire 20% pour faire donc 100% pour que cette entreprise puisse exercer. Mais malheureusement, nous revenons à ce que Alphonse a bien dit, il n'y a pas de pièces de réchange. Et il n'y a pas des mécaniciens certainement qualifiés. Parce que, voyez l'image que ça présente cette entreprise. Quand vous êtes au site du Dieu ou au site de Mpila, vous avez des bus qui sont sous cale, dont les moteurs ont été éventrés. Vous vous demandez où sont-ils partis? Eh ben, c'est de la mauvaise gestion. Ok, c'est de la mauvaise gestion. J'espère que les choses vont être corrigées. Alors, nous allons aborder notre dernier sujet dans cette première partie, qui est la débat des Diables Rouges devant les Bafana Bafana le 11 octobre dernier. 5 buts pour l'Afrique du Sud, 0 pour le Congo. Ça rappelle le 6-0 devant le Maroc. Fouque, vous vous êtes senti comment devant ce score? C'est désolant. C'est désolant parce que dans certains milieux, les gens pensaient même que l'équipe congolaise allait gagner. Malheureusement, il y a eu des pesanteurs sur notre équipe. Nos querelles en interne au niveau de la structure fêtière du sport a certainement pesé sur les jeunes, sur les joueurs. Mais le résultat, c'est 5-0 qui a fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Je suivais ça à travers mon petit poste radio, mais j'ai eu de la peine. Bon, écoutez. Alors, Albert, 5-0. Oui, c'est-à-dire que ça n'est pas non plus surprenant. Moi, je me disais avec mon chroniqueur sportif, quand nous sommes séparés l'autre jour, j'ai dit, bon, ben voilà, vous ramènerez 7 buts d'Afrique du Sud à 0. Alors lui, il rigolait, il disait non. Je dis, mais enfin, c'était une manière de souligner que nous ne nous attendions très certainement pas à une surprise de ce côté-là, malgré le fait que le ministre des Sports ait fait encore une fois, comment dire, un peu d'originalité, si je puis dire, en allant saluer les joueurs, en allant les encourager, en allant leur promettre que leur doléance serait traitée de belle manière. Il n'a pas fait de miracle. Le ministre, les joueurs n'ont pas fait de miracle. Et donc, nous nous retrouvons. D'ailleurs, c'est curieux. Petite digression, j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux une belle vidéo de nos frères d'en face qui nous rappelle que nous ne sommes bons qu'à garder le fleuve. Et donc, bon, voilà. Nous allons nous y tenir et puis voilà. Alphonse, est-ce que le résultat des Diables Rouges peut être imputable aux querelles que nous observons au milieu de l'Afrique au foot? Honnêtement, je ne crois pas, parce que vous savez bien que récemment, on en a pris 6 contre le Maroc. Il n'y avait pas encore de querelles. On en avait aussi pris 5-2, hein, n'oubliez pas, pour justement faire un clin d'œil à Albert qui parle de Kinshasa. Ça, c'était à l'époque Zaïre contre Congo 5-2, vous connaissez. Mais en fait, c'est la mauvaise organisation de notre football, tout simplement. Hein. Je ne pense pas qu'en 2 jours, on peut faire des miracles. Mauvaise organisation. Mauvaise organisation, oui, il n'y a pas... Vous savez que le sous-bassement du football, c'est les jeunes.
Promenez votre regard, on a combien de jeunes talentueux? Est-ce que lorsque nous allons dans les compétitions des catégories jeunes, il y a des jeunes qui essayent d'exploser pour aller jouer en Europe, comme on voit un peu avec les centres de formation au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Cameroun? Il n'y en a pas. Donc, il n'y a vraiment pas une politique sportive. On joue, si vous voulez, il y a un match, et on essaye de donner l'impression qu'on peut gagner ce match. Moi, je savais que contre l'Afrique du Sud, ça sera très difficile. L'équipe d'Afrique du Sud est une équipe bien tenue, avec des joueurs qui jouent localement, à Mamelodi Sundowns ou à Orlando Pirates, et avec un entraîneur, vous le savez, Hugo Bross, qui est quand même un Belge assez futé, et qui, d'ailleurs, vous le savez, c'est lui qui a fait gagner la dernière CAN au Cameroun. Enfin, la CAN que le Cameroun a gagnée en 2017 au Gabon. Donc, nous partions là, il faut le reconnaître, avec des armes qui ne sont pas vraiment bien fourbies. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne. Maintenant, sur le plan administratif, je constate que au lieu justement l'administration qui doit s'occuper de comment on doit organiser le football, il y a des querelles byzantines qui ne servent à rien du tout aux autorités et à ceux qui se querellent de vraiment s'unir pour regarder une seule chose, c'est-à-dire le Congo. Ok, il faut que l'intérêt du pays prime dans les intelligences de tout le monde. Nous allons observer une pause et nous allons nous retrouver bien après.